numéro 12, où l'on va regarder la petite partie de Maxime Vachier-Lagrave aujourd'hui contre Alexienko. J'espère qu'elle vous a bien plu. En tout cas, c'était sympa à suivre. Voilà, voilou. On va attendre un tout petit peu l'arrivée de tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon samedi. Petite partie du soir. Alors, on va changer le nom du stream quand même. Hop. Donc c'était cette ronde 12 où aujourd'hui il n'y a eu que des victoires. Incroyable. Alors, tout petit peu de patience et on va démarrer. Donc aujourd'hui, une petite carocane de la part d'Alexienko. Donc Maxime joue D4, D5. Et il arrive ici avec une première petite surprise, le coup F3. Donc un coup très intéressant. J'ai une petite anecdote là-dessus. Donc moi j'avais voulu jouer cette ouverture à un moment. J'en avais discuté avec le grand maître Jean-Marc Degrave, qui m'avait dit « Ah non, c'est pas forcément une super ouverture ». Et puis quelques mois plus tard, je m'aperçois je crois que c'était en Coupe de France, il avait joué finalement cette ouverture, lui-même avec les blancs. Donc il avait dû sûrement regarder et se rendre compte que c'était pas si inintéressant. Donc moi je me souviens, j'avais vu, je crois que les premières parties que j'avais vues de cette ouverture, c'était des parties de Judith Polgar, qui jouait souvent quand même des ouvertures peut-être passées de mode et les remettait au goût du jour. Donc c'était vachement intéressant. Donc ouais, c'était Jean-Marc Degrave, il l'avait joué contre Baguiri. Et c'était à l'Open de Gand en 2001. C'était merci, salut petit poney, j'espère que tu vas bien. Donc vous voyez, il avait joué cette ouverture en 2001, Jean-Marc, à l'Open de Gand. Et quand je regarde dans les premières parties, j'ai pas vu vraiment de partie de Maxime là-dessus. Donc il est arrivé avec cette petite surprise. Alors quelle est l'idée? Déjà l'idée, je pense que c'est un peu de décontenancer l'adversaire, d'éviter toutes les préparations. Et puis surtout aussi de jouer le all-in, hein, comme au poker, de jouer le tapis. De toute façon, il a plus trop le choix là. C'était à 3 rondes de la fin. Là, il l'avait joué contre Donchenko. Merci pour l'information, petit poney. Ah oui, j'en ai trouvé une autre, tiens, contre Zatonkish aussi. Mais c'était quoi comme partie? Est-ce que c'était à Gibraltar, quand même en 2009, donc il l'a joué il y a très longtemps. Peut-être qu'il l'a joué plus récemment. Donc son adversaire a pris E4, c'est un peu l'idée de la carocane, hein. Et
Maxime a pris en E4. Donc là, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que Maxime veut conserver un centre de pion mobile et fort. Et donc là, Kirill joue le coup E5, qui est aussi un coup naturel, parce que comme on a joué F3, on a affaibli cette diagonale. Et donc, on essaie de trouver quelle pièce noire pourra entrer en action et profiter de cette diagonale. Et donc, bah, il y a la dame D8 qui peut essayer d'arriver rapidement. En plus, vous voyez, avec ce dame H4, parfois, on menace aussi la prise en E4. Donc, Maxime, bien sûr, il doit faire attention à ce coup, à ce dame H4. Et il joue le coup naturel de développement, cavalier F3. Donc là, son adversaire joue fou G4, c'est logique aussi, en fait, il met la pression sur le cavalier F3, mais aussi et surtout sur le pion D4. Donc n'oubliez pas, en fait, lorsque l'on réalise un clouage, on met souvent la pression pas seulement sur le clouage, mais aussi sur la pièce que défend la pièce clouée. Et ici, c'est le pion D4. Et donc ici, Maxime décide de jouer C3. Alors normalement, il y a une ligne plus principale, on va dire, qui est fou C4. Et Maxime a joué C3. Il a peut-être essayé d'inverser un peu les coups. Et là, son adversaire, alors là, c'est une chose quand même assez incroyable. Il commet une faute dans l'ouverture. Alors, je comprends pas, Scrat. T'es claqué, Igo. Je sais pas ce que ça veut dire. Bonsoir, Arken. Et en fait, ici, ouais, il a complètement craqué. En fait, il s'est trompé dans l'ouverture. Et il a inversé deux coups. Donc en fait, ici, normalement, on est censé jouer cavalier D7. Et la partie, bon, ça peut se dérouler assez tranquillement. Par exemple, bon, il peut y avoir fou D3. C'est bon, là, ce sont les variantes les plus jouées. Et puis on va roquer, etc. Bon, on aura quand même un bon centre de pion. Mais ça se joue, ça ressemble un peu, on va dire, parfois à certaines filles d'or. Alors bien sûr, la différence, c'est qu'il y a le pion en D4 ici. Alors ouais, il y a aussi cette ligne avec fou C4, tout à fait. Hein. Petit poney. Donc bien sûr, l'idée de fou C4, c'est aussi parce que comme il y a un fou sans protection, il y a souvent aussi des menaces de fou pro F7. Donc il faut faire attention. Vous voyez, là pour l'instant c'est pas possible. Ah merci Scrat, c'est gentil, mais je pense que c'est ironique. Donc C3. Et là il a commis cavalier F6. Donc là c'est quasiment une bourde. Alors moi je regardais un peu les streams en direct. Et tout le monde était surpris par ce coup. Donc cavalier F6, une petite boulette qui va avoir de lourdes conséquences. C'est gentil, alors si c'est honnête, Scrat. Donc C3, cavalier F6. Et donc la Maxime, je l'ai vu jouer très très vite. Il a très vite joué fou C4. Donc, avec la menace, cavalier pro E5. Donc fou pro F7 bien sûr d'abord. Et cavalier pro E5. Merci. Bonne soirée à toi.
Donc fou C4 menace quand même toujours ce fou pro F7 et ce cavalier pro E5. Et donc là, il continue dans son idée, Kirill, et il s'aperçoit qu'il a quand même fait une boulette. Et donc il joue Dame C7. Donc l'idée en fait c'est déjà de ne pas perdre un pion de suite, puisqu'il doit surveiller le pion E5. Il doit aussi surveiller la case F7 comme on vous l'a dit. Donc il doit surveiller ces deux cases. Et bah en fait déjà c'est assez bizarre hein, justement. Et donc là Maxime en fait on a vu que bah il a fait défiler les coups. Il a joué très rapidement. Et en fait ouais je pense qu'il a raté justement là, les transpositions dans les différentes finales. Donc D pro E5. Fou pro F3, Dame pro F3, donc bah les blancs déjà sont quand même assez satisfaits parce qu'ils ont gagné la paire de fous. Alors certes, ils ont un pion isolé en E4, et je pense que bah il a, comme le dit Petit Poney, en fait Kirill a pensé que bah voilà son erreur était pas si catastrophique. Mais là Maxime nous sort un joli coup derrière les fagots. Un fou F4. Très joli coup. Qui en fait va donner peut donner le pion E4. Hein, mais on va quand même regarder cette variante justement. Si l'adversaire prend le pion E4. Vous voyez, si par exemple on joue Dame pro E4. On va se retrouver dans cette position où on va prendre un E4. Cavalier pro E4. On va continuer le développement en jouant cavalier D2. Donc là, par exemple, s'il joue cavalier prend D2, on fait roi prend D2. Et là, on voit déjà que les noirs ont des difficultés à terminer leur développement. En plus, on a les fous dans une position très ouverte. Les colonnes ouvertes ou les tours vont arriver rapidement. Donc pas évident ici déjà de trouver un coup correct pour les noirs. Alors imaginons qu'on joue par exemple un coup comme fou E7. On va très vite se prendre tour H1. Et là par exemple on peut avoir des fois des idées un peu basiques, mais de jouer tour E2, tour E1. Et là en fait la partie bah elle est déjà quasi terminée, on va dire positionnellement. Vous voyez par exemple, imaginons on joue un coup comme roi F8 pour essayer de s'en sortir, bah il y a tour E2. Quai D7, tour à E1. Et là c'est déjà la cata. Ouais j'ai écouté Maxime justement en conférence de presse. Alors en plus Maxime il a dit des choses très intéressantes, outre bien sûr que le fait que cette partie était déjà terminée ici quasiment. Il a aussi dit en fait qu'il avait eu beaucoup de positions critiques, énormément de positions critiques dans ses dernières parties, et qu'en fait il avait pas pris les bonnes décisions. Donc ceci explique cela, mais on le voit quand même, on le voit à l'issue des parties, Maxime quand il arrive en conférence de presse. On voit qu'il a les traits tirés quand même, que tous ces parties laissent des traces. Donc on voit qu'il y a beaucoup de fatigue. Et donc là, bah en fait, si on peut pas jouer Dame Pro, disons, si on joue Dame Pro E4, Cavalier Pro E4, Cavalier D2, et qu'on essaie par exemple d'enlever le cavalier en C5, bah, par exemple, il y a peut-être du grand roc qui arrive très rapidement. Donc avec l'entrée de la tour D1 et de la tour H qui va arriver en E1, on voit pas trop comment les noirs vont s'en sortir. Alors, on peut prendre un exemple, par exemple, Cavalier D7, tour E1, et là c'est déjà compliqué parce qu'on peut pas jouer fou D6, fou E7. J'ai anticipé, il y a fou D6. Donc c'est quand même déjà vraiment très compliqué cette position ici. Et si par exemple on joue un coup comme cavalier E6, peut-être qu'on peut simplement jouer cavalier F3.
et essayer d'amener un nouvel attaquant sur le cavalier E6. Et vous voyez, si on joue un coup comme grand roc, bah peut-être qu'on va se prendre un truc comme ça. Très joli. Vous voyez, le clouage va être terrible parce qu'on va arriver avec le cavalier en E5. Donc là, c'est, ouais, déjà après fou F4, la partie est quand même déjà un peu pliée. Donc ce soir, l'analyse, je pense qu'elle va pas durer très longtemps. Surtout que Maxime après a joué parfaitement. Donc bah les noirs, ils jouent dame H5. Un peu par dépit, ils veulent bien sûr essayer d'échanger les dames et de survivre à cette ouverture. Mais regardez déjà la dame, elle était là, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait, pardon, ça. Hop, on va enlever cette flèche bidon. Hop, oulala. Voilà. Et après, elle a fait ça déjà, donc on voit qu'elle a quand même bougé beaucoup de tempo. Donc dame H5, ouais, bon bah là Maxime, il continue son développement, il joue cavalier D2, cavalier BD7, grand roc, bon tout est assez naturel du côté des blancs. Cavalier B6, fou B3 et fou E7. Donc les noirs essaient de terminer leur développement et de roquer. Et donc là, Maxime, bah, il a, disons, moi j'ai vu la partie vraiment en direct, hein, il a joué vraiment très rapidement. On sentait qu'il avait retrouvé une certaine confiance en lui, et surtout, vu le début de son adversaire, ça a dû lui donner du baume au cœur. Donc ici, il a joué tour HG1. Donc c'est intéressant, il a envie de jouer par exemple du G4. Donc les noirs sont en difficulté ici et n'ont pas vraiment d'autre choix que d'échanger les dames. Et donc l'idée de Maxime, c'est que sur cet échange de dames, il va reprendre du pion G et tout de suite poser des questions au pion G7. Et donc là déjà pour les noirs, c'est très difficile de cacher le roi de ce côté-là sur une colonne ouverte. Alors il a joué G6 à tempo, je crois, Alexenko dans mes souvenirs. Et Maxime a joué cavalier C4. Donc il propose les échanges de cavaliers. Pourquoi? Parce que il veut essayer de valoriser sa paire de fous. Il pense que sa paire de fous est monstrueuse et qu'il va pouvoir en tirer profit très rapidement. Donc Kirill échange les pièces. Fou prend C4. Il joue B5. Fou B3. Et là, il se dit qu'il va essayer de recycler son cavalier. Peut-être essayer de le placer sur une meilleure case. Parce que là, il est toujours un peu en danger hein, quand même, avec cette case noire très faible. Donc il a joué cavalier D7, qui en fait est une nouvelle bêtise, puisque les blancs ici ont un très bon coup. Alors normalement pas très difficile, hein. Le roi est le seul défenseur du cavalier. Donc fou prend F7, échec. Roi prend F7. Et tour prend D7. Et donc là Maxime a déjà gagné un pion. Donc là il pouvait rien arriver de mieux à Maxime que cette position. Pour justement un peu remonter le moral des troupes. Donc Petit Poney nous dit qu'il avait prévu Kirill. Ouais, bon je sais pas si c'était prévu ou pas, mais il a pas vraiment de dynamique dans cette position. Je trouve pas qu'il en ait beaucoup. Je sais pas alors après ce qu'il pouvait jouer d'autres sur fou B3. Hein. Mais on sent que de toute façon, il a déjà un peu abdiqué dans cette partie. Alors, ce qui est quand même assez incroyable de la part d'Alexenko, qui est quand même, qui est quand même quasiment 2700. Hein.
D'accord, d'accord. Bon, peut-être qu'il a prévu, mais en fait, je pense qu'il essaie juste de jouer un peu des coups de desperado pour ne pas perdre en moins de 20 coups. Et donc là, donc je vous disais, Alexenko quand même, 2700, en fait, on voit que 2700 à ce niveau, il y a quand même encore un gros écart avec tous les autres joueurs. Alors attention, je dis pas que 2700, c'est mauvais, hein. On aimerait tous les obtenir. Mais on voit qu'il y a encore un monde entre ces joueurs et les joueurs du top. Et en fait, pour revenir aussi à Alexenko, on voit qu'en fait, il a gaffé dans l'ouverture dans deux parties, dans celle d'aujourd'hui et aussi dans celle contre Nepomniachtchi, où en fait, on en discutait tout à l'heure justement avec Emmanuel Neyman, célèbre entraîneur parisien et écrivain de plusieurs livres, qui vient justement d'écrire un très bon livre sur Carlsen aux éditions New Inches, hein. Il disait qu'en fait, la partie contre Nepomniachtchi, le niveau de l'ouverture de Kirill était même pas le niveau d'un 1800-2000. Donc il fait des grosses gaffes. En fait, il joue pas vraiment ce qu'il joue habituellement et il change beaucoup. Donc dans ce genre de tournoi, en fait, bien sûr, on peut changer, mais c'est quand même mieux de jouer les choses qu'on connaît, même si bien sûr, on peut s'attendre à de sacrées préparations des camps d'en face. Donc bon, roi E6, tour C7, donc il essaie d'échanger les tours. Donc normalement, bon moi je vous le répète toujours, lorsque l'on a un pion de moins, on doit essayer d'échanger les pions. Donc, par exemple dans cette partie, imaginons qu'on arrive à échanger les 5 pions contre les 5 pions. Il en restera un au blanc, et on peut toujours espérer des positions de nul. Par exemple, si on échange les deux tours, on peut peut-être sacrifier le fou sur le dernier pion. Donc ça, c'est un conseil que je donne toujours à mes élèves. Du matériel en plus, j'échange les pièces. Disons, un pion de plus, j'échange les pièces. Un pion de moins, j'échange les pions. Donc, Maxime échange, puisqu'il a un pion de plus, tour prend tour. Et il joue fou E3, posant une question au pion A7, essayant de titiller justement ce pion A7, et de forcer les noirs petit à petit à mettre leurs pions sur des cases noires, où ils pourront être attaqués plus tard. Donc Kirill joue A5, il veut essayer d'avancer ses pions, et si possible, comme je vous le disais peut-être, de les échanger. Et là, dans cette position, bon, j'en discutais un peu avec Tigran Garamian sur apprendre les échecs. Donc très bon stream aussi d'apprendre les échecs, hein. On se demandait justement ce qu'il fallait faire dans cette position. Oui, je sais, tu étais là, petit poney. Tu es partout. Donc, Tiger le best. Donc Tigran est un très bon ami. On a joué souvent au foot en salle ensemble. On a fait plusieurs tournois ensemble aussi. On a habité très longtemps pas loin de l'autre, quand j'habitais à Capelle et qu'il habitait à Grande-Sainte. Donc ici, on se demandait justement, comme avec Petit Poney, on se demandait est-ce qu'on doit essayer d'échanger les fous, est-ce qu'on doit essayer d'échanger les tours, de quel côté on va jouer. Donc moi, j'étais bien sûr persuadé, comme je vous le disais, et ça je le répète souvent aussi à mes élèves, on doit jouer du côté où on est le plus fort. Donc là où on est le plus fort pour l'instant, c'est là où il y a le pion E4 et le pion F3. Donc une des premières idées sûrement, c'est d'essayer d'amener le roi en E2. Et ensuite, on va aviser de ce que l'on va faire pour la suite de la partie. Donc Maxime, c'est ce qu'il a entrepris. Il a joué roi D2 à 4. Donc bien sûr, Kirill met ses pions sur case blanche, il évite comme ça qu'il puisse être attaqué. Maxime joue F4, bien sûr, c'est le roi du contrôle. Ici, regardez, il contrôle toutes ces cases. Donc ces deux pions sont très très forts, hein. Tour D8 échec, roi E2. Donc vous voyez, il a obtenu le setup qu'il voulait obtenir.
Alors oui, il aimait pas pour longtemps, c'est vrai. Tout à fait, un petit poney. Parce qu'après, en fait, il va commencer à manquer de coups. Kirill, ça sera pas facile de trouver des coups dans sa position. Donc là, il a joué tour F8. Alors il essaie un peu, on va dire, d'attendre, de voir ce que Maxime va faire. Et Maxime décide de jouer roi F3, donc d'améliorer encore un peu le placement de son roi. Bon, finalement, il revient en D8. Il veut voir peut-être si Maxime va jouer roi E2. Et donc là, Maxime commence à trouver un plan très intéressant. Il joue tour C1. Donc c'est un coup très subtil, en fait, il veut essayer de jouer C4. Et peut-être après aussi C5. Donc le pion en C5 va être une véritable épine pour les noirs. Et ensuite, par exemple, on peut essayer peut-être de passer de l'autre côté. Vous voyez, si on bloque ce côté-là, peut-être qu'après on va jouer du H4, H5. Et parfois, même attention, sur des malentendus, peut-être que la tour D1 va arriver et arriver en D6. Donc il va fixer aussi un peu les pions adverses. Donc Kirill n'a pas envie de cette position et il joue C5. Donc ça, on l'avait vu hier, hein, quand l'adversaire veut jouer un coup, parfois on le joue avant lui. Mais là, en mettant les pions sur les cases noires, avec des fous de cases noires, il risque d'être en danger. Parce que regardez, le coup suivant de Maxime est tout à fait naturel. C4, qui force B4, sinon on aura un pion isolé en C5 et très vulnérable. Donc B4. Et vous voyez là déjà petit à petit, en quelques coups, Maxime, il a forcé Kirill à mettre ses pions sur les cases de la couleur du fou. Donc de 1, ça gêne son propre fou à Kirill. De 2, ça les rend plus vulnérables, puisque le fou adverse pourra peut-être les attaquer. Donc Maxime a joué roi E2. Pourquoi? Tout simplement, en fait, on imagine qu'il veut échanger les tours. En fait, comme il y a encore beaucoup de pions, et que ce sont des fous de même couleur, normalement, cette position avec un pion de plus, pour un joueur, attention, du niveau de Maxime, il sait que ça va gagner. Alors, il sait peut-être pas comment, il a réfléchi à un moment quand même pas mal de temps. On l'a même vu hésiter plusieurs fois à jouer tour D1. Mais il était quasiment sûr qu'à un moment, il aurait soit un zugzwang, soit il aurait un passage. Et il l'a bien démontré techniquement. Donc là, en fait, ici, Kirill a joué tour D7. Alors c'est difficile, en fait, de savoir ce qu'il pourrait jouer d'autre ici que tour D7. Alors peut-être fou F6. Mais après, en fait, il va se retrouver où il aura plus beaucoup de coups. Donc, pas facile ici pour trouver des coups pour Kirill, en fait. En fait, ouais, peut-être justement B3. On peut même jouer peut-être tour B1. Pour voir. En fait, puisque le pion C5 reste attaqué, pour l'instant, on n'est pas obligé forcément de lui donner des cases. Et bien sûr, à un moment, ce B3, il va arriver. Bien sûr, on peut peut-être jouer aussi la variante avec B3. Faut vérifier. Mais B3, peut-être qu'il va revenir en E7. Je préfère quand même la variante avec tour B1. Alors imaginons, je reviens à la variante tour B1, pardon. Imaginons les noirs jouent un coup d'attente genre H6. On va jouer B3. Il va jouer par exemple fou E7. Et maintenant, vous voyez, comme il a joué H6, peut-être qu'on peut jouer du H4. Peut-être qu'on peut jouer du tour G1. Peut-être qu'on va même jouer les deux finalement. Vous voyez, on va peut-être jouer tour G1, roi F7 et H4.
Et bon, bien sûr, fou pour H4 va pas trop parce que les pions de l'aile dame vont tomber. Donc déjà très difficile ici. Donc je pense que Kirill ici, bah, il veut vérifier que Maxime a bien calculé. Donc il joue tour D7. Tour D1. Bon, il n'y a pas vraiment d'autre option parce que sinon la tour va arriver en D5. Ça va être une catastrophe. Donc l'échange des tours est quand même forcé. Tour D1, roi pro D1. Et puis fou F8. Donc là, bon, on se doute que Maxime, en fait, en fait, je pense qu'il a tout calculé parce qu'il a joué très très vite. Hein. Il a montré énormément de variantes à la conférence de presse en plus. Donc il a joué roi C2. En fait, ici, je pense que même si les blancs perdaient 4 ou 5 coups, ils seraient dans tous les cas quand même gagnants. Le pion de plus est trop fort. Donc fou E7, B3. Donc bien sûr, l'idée aussi de roi C2, c'est que si par exemple on prenait en B3 du pion, on pourrait jouer roi prend B3. Donc avec l'idée par exemple que sur un coup comme roi D7, roi A4, roi C6, et en fait on va passer de l'autre côté, vous voyez, on va jouer F5. Ouais, il l'a vraiment écrabouillé techniquement, on peut le dire. Donc A3, bon logique, mais maintenant on voit bien que bah, tous les pions sont sur des cases noires. Ça commence à être compliqué, parce que si on mange C5, on risque de manger tout le bus scolaire, les 3 pions. Donc Maxime joue roi D3. Il replace son roi, fou F8, les noirs n'ont pas grand chose à faire que d'attendre. Fou F2, donc Maxime il va essayer d'améliorer le placement de son roi. Fou E7, les noirs attendent. Roi E3. Fou D8, roi F3. Vous voyez, en fait, il va commencer à les taquiner par là. Fou E7, roi G4. H5. Donc vous voyez, en fait, les blancs pour l'instant ne bougent pas leurs pions. Ils provoquent l'avancée des pions adverses. Et donc de ce fait vont les rendre plus faibles. Donc roi F3, fou F8. Alors là, Maxime il devait en avoir marre de fou E7. Hein. Non, blague à part, en fait il joue fou H4. Fou D6. Et puis là il va gagner un petit tempo justement pour améliorer le placement de son roi. Il va jouer E5. Fou C7, roi E4. On voit bien que le roi noir, il est obligé de rester quand même plus ou moins en E6, sinon on va avoir la poussée F5 et on va aller manger H5, on va se retrouver avec 2 pions de plus. Donc les noirs jouent fou A5. Et là, regardez la technique de Maxime, il joue fou G5. Les noirs doivent attendre fou B6, fou H6, il va le contourner. Et voyez ici, les noirs ont abandonné. En fait, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Regardez par exemple sur un coup comme fou A7, fou F8. On imagine fou B6, bah, par exemple fou D6, fou A7, fou C7. Et on va se retrouver où on n'a plus de coups. C'est quand même assez rigolo, regardez. Le fou A7 a plus de coups. Donc par exemple roi D7, fou A5, le roi revient en E6, et par exemple, ici on a des coups d'attente, vous voyez, par exemple H3. Zugzwang total. Je trouve très jolie cette finale, en plus de fou de même couleur, elle est très sympa. Donc bah, une belle victoire de Maxime, hein, qui a bien sûr profité de cette erreur dans l'ouverture. Donc il y a Petit Poney qui nous donne une variante. Donc sur fou A7, il comptait jouer fou F8, c'est ça? Ah oui, la variante où il donnait fou B6, fou D6, fou A7, fou C7, ça c'est la variante que j'ai donnée, non? Ah oui, roi D7, roi D5. Ouais, mais je pense qu'en fait la variante que je... Bon, bah, bien sûr, roi D5 ça gagne aussi, hein.
Mais la variante que j'ai donnée, je pense avec fou à 5, elle est largement suffisante. Bon, bien sûr, Maxime, il a dit à la conférence de presse qu'il voulait jouer ça, avec l'idée roi prend C7, roi E6. Il voulait faire un prix de beauté. Vous voyez, on voit la position du fou à 7, elle est juste horrible. On n'en commandera pas un au Père Noël, hein. Et bien sûr, il va menacer roi F7, E6, E7, etc. Ouais, c'est très beau en fait de voir ce fou hors jeu, totalement dominé. Donc une partie qui va faire du bien, je pense, au moral de Maxime, partie bien propre. Alors, dans son bonheur, il a eu un autre bonheur, c'est qu'en fait, il y a Guiri qui a battu Caruana, donc ça c'était pas mal pour espérer justement que Maxime ait encore une chance de revenir, mais dans le même temps, en fait, il y a Nepomniachtchi qui a réussi à l'emporter dans une finale qui semblait totalement égale, même s'il a, il a bien joué, il a pressurisé, hein. Nepomniachtchi, et il a gagné contre Wang Gao, je crois, si je me souviens bien. Ouais, contre Wang Gao. Donc en fait, dans le tournoi, il y a Nepomniachtchi qui a 8 sur 12, Guiri qui a 7,5 sur 12, et Maxime qui a 6,5 sur 12, qui remonte à la 3e place. Alors demain, on a un affrontement intéressant entre Nepomniachtchi et Maxime. Donc il faut déjà, je pense qu'absolument Maxime l'emporte. Donc il va falloir jouer demain. Alors bon, bien sûr, Nepomniachtchi doit aussi jouer parce qu'en même temps, le lendemain, Guiri joue Aleksenko. Ouais, c'est pas demain, excusez-moi, c'est la journée de repos. Donc c'est lundi. Donc lundi, donc Maxime va jouer avec les Noirs contre Nepomniachtchi. Nepomniachtchi qui doit sûrement essayer de gagner parce que si par exemple Guiri annule contre Grichuk avec les Noirs, le lendemain, Guiri joue Aleksenko avec les Blancs. Et Aleksenko qui est plus vraiment dans le tournoi maintenant en fait, il est un peu... il va rentrer à la maison, bon ça va, il est pas très loin, hein. Mais vous voyez, il y a ce scénario qui peut encore être compliqué mathématiquement. Alors imaginons, on va dire, de la folie furieuse que Maxime l'emporte lundi, il revient à un demi-point de Nepomniachtchi. Imaginons que dans le même temps on ait de la chance et que Grichuk bat Guiri, on se retrouve avec 3 joueurs avec un demi-point d'écart, avec des sacrées parties à la dernière ronde. Tu vois, par exemple, il y a un Ding Liren Nepomniachtchi, donc ça peut être sportif, hein, parce que Ding Liren en plus il revient bien, il a gagné aujourd'hui, donc c'est assez incroyable. Il peut y avoir un scénario de folie lundi. Donc, je pense qu'on va encore vivre une journée de fou lundi. Et puis Grichuk par exemple, il est capable de battre un joueur comme Guiri. Il faut se rappeler que Grichuk est quand même russe, que Nepomniachtchi aussi, donc il doit y avoir quand même une certaine solidarité russe, on va dire. Ils sont ensemble dans l'équipe nationale, donc ça peut être quand même aussi un atout. Donc on verra ça lundi, on verra ce qui se passe. Or Kirill, c'est difficile en fait, il en peut rien ce joueur en fait, il a eu une wildcard, tant mieux pour lui, hein. Ouais, bien sûr en fait quand on regarde le nombre de joueurs de toute façon qui ne sont pas là, le prochain tournoi des candidats, il risque d'être assez fort. Bien sûr, je pense qu'il y aura plus de 8 cartes offertes. Et attention parce que dans le prochain cycle, ça sera pas si facile pour ça pour les Français de se qualifier parce que vous voyez, à l'Elo, ce sera juste pas possible puisque Maxime a perdu beaucoup de points.
Bon, à moins que notre ami Firouzja devienne français, hein. Ou alors, il faut qu'on propose à la Fédération française de l'organiser en France, le tournoi des candidats, et comme ça, on offre la wildcard à Maxime Vacher-Lagrave. Bon, va falloir déjà essayer de terminer ce tournoi. Et puis, bon, on verra ce qui se passe. Bon, bah, vous voyez, cette partie, il n'y avait pas grand-chose à dire, hein. C'était quand même un... Alors, on peut regarder peut-être juste le début. Vous voyez, normalement, la théorie, c'est ça, c'est F3, F3, E4, F3, E4, E5, cavalier F3, G4, C3, et donc ce cavalier D7. Bon, après, je pense que c'est vraiment l'ouverture qui plaît à Maxime, parce qu'il a du dynamisme, etc. Et puis, je pense que justement, là, il pouvait lâcher ses coups aujourd'hui. Vous voyez, sans pression, bah, il joue beaucoup mieux. Bon, et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu gagner, Maxime, hein. Ça faisait longtemps. Donc ça fait plaisir. Donc en plus, il y a un gros engouement quand même de tous les Français, hein. Pour Maxime, c'est normal. Donc fou C4 par exemple nous dit fou D6. Dame B3 nous dit petit poney. Dame E7. Ça, ce serait la variante plus ou moins critique à première vue. Ouais, je sais pas du tout. Je regarde un peu dans les références. Comme je suis sur le logiciel Chessbass, ça va. Bon, déjà, il n'y a plus beaucoup de parties ici. Je suis pas sûr que fou D6 soit le meilleur coup. Non, c'est pas fou D6 le meilleur coup. Souvent, le coup le plus joué, en fait, c'est fou H5. Justement pour défendre F7. Ça, c'est le coup le plus joué, normalement. Donc, fou D6, ça n'a pas l'air très bon à première vue. Bon, voilà, je sais pas qui est présent dans le chat, si vous avez envie de jouer une partie et qu'on la commente. Bon, en tout cas, aujourd'hui, vous voyez, il y a eu 4 victoires, en fait. Donc, ça change du début de tournoi. C'était sportif. Alors, quand même des grosses surprises, hein, parce que vous voyez, Guiri qui bat Caruana, c'est juste énorme. Donc Guiri qui petit à petit se rapproche des 2800. Il est virtuellement, je crois, à 2791. Donc voilou. Bon, je vois que dans le chat, vous n'êtes pas très bavard ce soir. Bon, je crois que je vais jouer quelques blitz rapidement. On va essayer de voir si on est en forme ou pas. Allez, on va fermer Chessbass 15.